Alors bonjour à tous, et oui, les grands maîtres aussi font des gaffes, de grosses erreurs, et même parfois dans les ouvertures. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo sur des gaffes célèbres de grands maîtres. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et si vous ne voyez pas le lien s'afficher, eh bien, je le mettrai dans l'espace commentaire. Et donc pour cette dernière ronde, dernière partie du tournoi d'Annemasse, dont j'assure le suivi depuis quelques jours, on va s'intéresser à une partie entre deux prétendants au titre. D'ailleurs, l'un des deux va gagner ce tournoi. Le joueur avec les blancs, c'est Sergei Fedorchuk. Et il affronte Nikita Petrov avec les noirs. Et un drame va se produire, va se jouer dans cette ouverture. Alors regardons. Les blancs, c'est Fedorchuk. Il ouvre avec le pion roi E4. La réponse, c'est la sicilienne, la défense sicilienne, C5. Le pion de l'aile vient contrôler la case centrale et les blancs jouent cavalier F3. C'est un coup habituel pour soutenir la poussée des 4. En cas de prise, c'est le cavalier qui reprendra et non pas la dame pour ne pas l'exposer. E6 a été joué, D4, prise en D4 et donc, comme on en parlait, c'est le cavalier qui reprend. Et là, les noirs jouent cavalier C6. Il existe beaucoup de possibilités ici. La prise en C6 a l'inconvénient de laisser la reprise du pion B, une reprise vers l'intérieur, et le pion B qui devient en C6 permettra de soutenir la poussée des 5. Alors le grand maître Fedorchuk ne va pas échanger en C6. Il va jouer simplement cavalier C3, il va continuer son développement. Moi j'ai plutôt l'habitude dans cette position de jouer cavalier B5. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Mais là l'idée, c'est d'investir la case D6 soutenue par la dame. Et souvent les noirs ne veulent pas que le cavalier arrive en D6 et se mettent à jouer D6, mais la présence du pion D6 ferme la diagonale au fou et laisse le temps blanc de jouer maintenant C4 pour construire ce qu'on appelle l'étau de Maroczy. D'ailleurs, dans ce tournoi d'Annemasse, il y a une partie avec ce célèbre étau. Et j'ai bien explicité tous les ressorts de cet étau de Maroczy, c'est-à-dire les deux pions qui viennent contrôler la case D5. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc dans la partie, je vous l'ai dit, eh bien ici Fedorchuk, il ne prend pas, il joue pas cavalier B5, mais il joue cavalier C3, il continue son développement. Bon. Les noirs jouent cavalier F6, et là, on pourrait toujours jouer cavalier B5. On peut aussi s'intéresser à d'autres coups, mais c'est A3 qui va être joué. Un coup assez récent dans la théorie des ouvertures. Je crois que pour la première fois qu'il a été joué, ce coup, c'est dans les années 90. 1990. Et donc pour un coup qui arrive qu'au 5e coup finalement de la défense sicilienne, c'est un coup qu'on considère assez récent, même si maintenant il y a plus de 30 ans. Alors A3 a été joué. Alors pourquoi A3? Bon, c'est pour subtiliser la case B4 bien sûr, pour contrer l'arrivée du fou en B4. Alors le fou pourrait venir en C5, mais là Nikita Petrov va choisir un coup plus tranquille, il va jouer fou E7. S'il avait joué en C5 pour doubler les attaques contre le cavalier blanc, alors on pourrait replier le cavalier en B3, ce qui contre-attaque sur le fou, mais cette fois-ci on pourrait échanger en C6. Alors tout à l'heure je vous ai dit oui, mais l'échange en C6 permet au pion B de reprendre et de soutenir la poussée des 5. Sauf que là, le trait est au blanc, et en fait les blancs ont deux coups qui vont leur permettre finalement de repousser le cavalier et le fou. Même trois coups. Ils vont jouer d'abord E5 pour repousser le cavalier peut venir en D5, mais après il y a cavalier E4 qui attaque le fou, qui peut lui aussi reculer, puis C4 qui repousse le cavalier. Et finalement, les blancs seront assez contents de cette position, puisqu'une fois le cavalier parti, finalement le pion D7, il est arriéré, il aura du mal à aller en D5, puisqu'il y aura la prise en passant possible. Et il y aura le contrôle de la case D6 par les pièces blanches. Donc dans la position, fou E7 a été joué. Fou E2, un coup tranquille, au coup fou E7, on répond fou E2 tranquillement. Petit roc, petit roc. Et là, les noirs soutiennent logiquement la poussée des 5. Le poussement du pion D7 en D5. Parce qu'après D5, bien sûr, les blancs peuvent prendre, mais le cavalier peut reprendre. Si les blancs reprennent après, la dame peut reprendre à chaque fois. Donc, prise en D5, cavalier prend, et dame reprend. Et voilà la position à laquelle on arrive au 10e coup. Alors, dans cette position, quelle est la différence finalement? La différence statique, c'est-à-dire durable, ce sont les majorités de pions. Les blancs ont une majorité de 3 pions contre 2 à l'aile dame, et les noirs ont plutôt une majorité de 4 pions
contre 3 de l'autre côté, sur le flanc droit, à l'aile roi. Alors, la majorité de pions à l'aile dame, on essaye souvent de la mobiliser pour essayer de créer un pion passé. Alors que la majorité de pions à l'aile roi peut permettre d'essayer de créer un pion passé dans les finales, mais dans les milieux de jeu, c'est plutôt des atouts pour attaquer le roi. Plus on a de pions sur le flanc droit de l'échiquier, là où les rois se sont réfugiés en cas de petit roc, eh bien, plus on aura la possibilité de prendre de l'espace, de repousser les pièces de l'adversaire. Donc ici, le trait est au blanc. Les blancs ont bien conscience que leur cavalier est attaqué 2 fois. Ils pourraient jouer fou E3 pour le défendre, mais ils vont jouer une nouveauté. Un coup qui n'a encore jamais été joué. Et qui va plonger Petrov dans la réflexion. Les blancs ici jouent cavalier B5. Proposent l'échange des dames. Le cavalier menace aussi l'apparition C7. Et donc, comme je vous l'ai dit, les blancs, ils cherchent plutôt finalement l'échange des dames pour rentrer dans une finale et jouer avec leur majorité de 3 pions contre 2. Ainsi, si on est dans une finale sans les dames, le fait d'avoir un pion de plus à l'aile roi pour essayer d'attaquer le roi, ça ne pèsera pas, bien sûr. Les attaques sur le roi sans les dames, c'est très rare qu'elles soient couronnées de succès. Et donc, Petrov réfléchit et il va décliner l'échange des dames. Il va jouer dame 5. Menace par exemple de jouer tour D8 pour que la tour s'empare de la colonne ouverte en attaquant la dame. Menace aussi de jouer A6 pour repousser le cavalier. Et là, Fedorchuk répond fou D3. Ainsi, la dame est préservée d'une attaque de la tour. Et c'est même la dame noire qui pourrait être attaquée par la tour blanche en E1. Donc les blancs préparent tout simplement tour 1. Fedorchuk prépare tour 1. Mais Petrov joue tour D8. Et Fedorchuk, il prend apparemment près de 9 minutes de réflexion dans cette position. C'est une partie de 1h30, plus 30 minutes de rajout de temps quand on arrive à un certain nombre de coups joués. Donc c'est une partie longue, une partie lente. On peut prendre du temps, on est dans l'ouverture et il prend du temps. Il prend du temps pour jouer un coup perdant. Tour 1, le coup qu'il avait prévu. Mais là, il va être surpris, cueilli à froid par un coup qui va le glacer et qui va provoquer l'abandon. Alors je vous invite à cliquer ou à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver ce coup. Et après, on voit ce qui a été joué tout de suite. Alors, je pense que vous l'avez trouvé le coup. Le coup ici qui a été joué, c'est tour prend fou D3. Et les blancs abandonnent. Ils perdent du matériel. Les blancs perdent du matériel dans une position où ils ne pourront plus se rattraper. Alors on va essayer de comprendre. Bien sûr, si la tour blanche prend la tour noire, eh bien c'est terminé. Tour prend dame, et ça va provoquer le mat. La tour blanche peut revenir, mais on la prend, et ça va provoquer le mat du couloir. Donc ça, c'est pas possible. Donc après tour prend D3, qu'est-ce que peuvent faire les blancs? Ils peuvent reprendre. Mais s'ils reprennent de la dame, ils perdent la tour. Certes, la dame blanche peut revenir défendre le roi, mais il y a un échange, et finalement, les noirs ont une pièce de plus, un fou de plus dans cette position. Donc, si un grand maître est en face de vous avec une pièce en plus et que vous n'avez pas de compensation, c'est fichu, bien sûr. Alors, quelles sont les autres possibilités? Si on ne reprend pas de la dame, on peut reprendre du pion. Mais du coup, le cavalier n'est plus protégé, la dame peut prendre. Et cette position, c'est une pièce en moins pour les blancs. Alors certes, les blancs ont 2 tours, contre une seule. Mais les noirs ont un cavalier, les blancs ne l'ont pas. Et les noirs ont une paire de fous, alors que les blancs n'ont qu'un seul. En plus, la structure de pion des blancs est abîmée avec la présence d'un pion isolé. Et dans cette position, finalement, la paire de fous plus le cavalier domineront les débats. Donc il y a une pièce en moins pour les blancs, et le fait que les blancs aient une tour en plus, ça ne les aidera pas en fait dans cette position. C'est un avantage décisif pour les noirs. Alors bien sûr, le grand maître Fedorchuk n'aurait pas abandonné contre un joueur amateur avec un niveau faible, mais contre un joueur professionnel, un autre grand maître, qui est en tête du tournoi, il comprend bien qu'il ne pourra pas se remettre. Et donc, voilà, cette erreur. Il avait préparé le coup tour 1, il a joué tour 1, mais avec la présence du coup tour D8, c'est pas possible de jouer tour 1. Et donc, tour prend D3, abandon des blancs. Comme quoi, des erreurs, des gaffes, tout le monde en commet. Eh bien, on va regarder maintenant le classement définitif de ce tournoi. Et donc, dans ce classement définitif, on s'aperçoit que Petrov et Das sont premiers ex-aequo à 7 points, mais Petrov a un meilleur départage. Vous voyez qu'il cumule 43 points et demi de départage contre 42 points et demi. Donc le départage utilisé, c'est souvent la somme
des points cumulés de tous les adversaires, c'est-à-dire tout ce que les adversaires ont gagné comme points. Et plus vous avez une somme importante, plus vos adversaires se sont bien comportés dans le tournoi, donc vous êtes plus méritant finalement de gagner contre des adversaires qui ont mieux joué. Donc c'est Petrov qui gagne ce tournoi, suivi de Das. D'ailleurs, vous voyez, il y a 5 joueurs indiens derrière, hein. Suivi de la cohorte de joueurs indiens, on l'avait dit lors de la première vidéo. Et le premier français, Maël Boyer, on a d'ailleurs analysé une de ses parties à Maël dans ce tournoi. Donc il réalise 6 points et demi, un très très beau score également. Surtout qu'il est plus jeune que les autres, vous voyez, il est junior. Voilà, eh bien j'espère que ce suivi vous aura intéressé. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez me laisser des pouces et des commentaires comme d'habitude. Au revoir à tous.